Un an après l'annonce de Friedrich Merz sur le plan fiscal allemand ambitieux, les marchés européens ont connu un changement significatif. Ce plan, qui a supprimé les limites de la dette et permis des déficits supérieurs à 3%, a attiré l'attention des investisseurs, relançant la bourse en Europe. Bien que l'Allemagne ait cessé d'être le moteur de croissance de l'UE, son plan fiscal a stimulé une légère reprise économique, avec une croissance de 0,2% attendue pour 2025. Cependant, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les prix élevés de l'énergie ont détourné l'attention des marchés, semant le doute sur l'avenir de l'économie européenne. Mon avis, le plan fiscal allemand n'a pas seulement marqué un tournant en Allemagne, mais a également redéfini les dynamiques du marché en Europe. Sa mise en œuvre a été lente et semée d'embûches, mais son impact a été notable, transformant la perception des investisseurs vis-à-vis de la zone euro. La question est maintenant de savoir si l'Allemagne et l'Europe peuvent maintenir cet élan malgré les tensions géopolitiques croissantes et les risques d'inflation. Alors que les États-Unis perdent en attrait, l'Europe semble à un carrefour, sa capacité à soutenir des dépenses fiscales ambitieuses dépendra largement de la BCE et d'une éventuelle relance des eurobonds. Der Spiegel a annoncé un accès gratuit à tous les articles S+ sur son site web et son application. Cette initiative comprend un numéro numérique hebdomadaire avec un e-paper, PDF, l'accès à l'archive numérique et la newsletter S+. La promotion vise à attirer de nouveaux lecteurs en offrant du contenu premium gratuitement dans le cadre d'une stratégie marketing plus large. Voici mon analyse. La décision de Der Spiegel d'offrir un accès gratuit met en lumière le paysage évolutif de la consommation des médias à l'ère numérique. En ouvrant l'accès au contenu premium, il cherche probablement à raviver l'intérêt des abonnés désengagés et à rivaliser avec les alternatives gratuites en ligne. Bien que cela puisse booster l'engagement à court terme, l'efficacité à long terme dépend de la manière dont ils équilibrent l'accessibilité avec le maintien d'un modèle d'abonnement durable. Cette stratégie reflète un changement plus large dans la façon dont les médias traditionnels s'adaptent pour rester pertinents dans un monde de plus en plus numérique. Pour la première fois lors des élections régionales en Bade-Wurtemberg, une modification de la loi électorale a permis aux électeurs de différencier les candidats de circonscription et les partis grâce à leur premier et second vote. Cette modification permet au second vote de déterminer l'attribution des sièges au Parlement régional, mettant en lumière des disparités significatives dans le vote régional à travers le Bade-Wurtemberg. Voici mon analyse, ce changement marque un moment crucial en donnant aux électeurs la possibilité d'influencer directement à la fois les candidats et les partis. Il pourrait perturber la domination traditionnelle des partis et conduire à un paysage politique plus nuancé, rendant plus difficile pour les partis de prédire les résultats. Les électeurs disposent désormais de l'outil pour exprimer des préférences diverses, ce qui pourrait remodeler les stratégies électorales et les résultats dans les futures élections. Andrea Rothfuss, 36 ans, originaire de la Forêt-Noire, a fait l'histoire en participant à ses 5e Jeux paralympiques d'hiver sur la piste Tofana de Cortina d'Ampezzo lundi matin. Athlète expérimenté qui a participé pour la première fois aux Jeux en 2006 à Turin, Rothfuss a accumulé impressionnant 14 médailles tout au long de sa carrière paralympique. Sa capacité à concourir une nouvelle fois en Italie, un pays qui lui est profondément significatif, témoigne de son esprit indomptable et de son dévouement au sport. Voici mon point de vue, le parcours d'Andrea Rothfuss n'est rien de moins qu'extraordinaire. Participer à tous les Jeux paralympiques d'hiver depuis plus de 2 décennies est une performance qui défie l'âge et le temps. Son retour en Italie, où tout a commencé, semble presque poétique. À 36 ans, avec 14 médailles déjà conquises, Rothfuss n'est pas seulement une athlète, elle est une légende vivante, réécrivant les règles de ce qui est possible dans le sport paralympique. Il ne s'agit pas seulement de médailles, mais aussi de résilience, de passion et de laisser un héritage qui inspire les générations à venir. Andrea, tu ne fais pas seulement compétitionner, tu ouvres la voie pour que d'autres suivent tes pas. Majid Husseini et sa famille ont fui les bombardements de Téhéran, cherchant refuge dans la ville turque de Van. Malgré le chaos, beaucoup d'Iraniens expriment un sentiment de satisfaction face au conflit, considérant les attaques contre les forces du régime comme des actes de vengeance. Cette opinion découle des protestations de janvier, où des milliers ont été tués, laissant une haine profondément ancrée. Alors que certains, comme les Husseini, ont temporairement quitté le pays, la plupart restent en Iran en raison de contraintes financières ou dans l'espoir de la fin de la guerre. Van, une destination touristique iranienne populaire, accueille désormais des familles déplacées et des voyageurs d'affaires, mais beaucoup ressentent un conflit intérieur à l'idée d'abandonner leur patrie. Voici mon point de vue, l'histoire des évacués de Téhéran dépeint un tableau troublant d'une nation sur le qui-vive prise entre la peur et un espoir évanescent. Tandis que certains Iraniens s'accrochent à la rhétorique de libération, d'autres, comme Zahra Zandi, se retrouvent à naviguer dans les complexités morales de la violence. L'ironie est saisissante, dans leur quête de vengeance, ils pourraient semer les graines de leur propre perte. Les fissures dans l'unité iranienne révèlent un peuple déchiré entre la survie et le sacrifice, un microcosme d'une nation au bord du précipice. Dans un rapport de suivi de la couverture de l'année dernière sur la conduite de 10 000 km dans une Ford Capri électrique durant l'été, l'auteur revisite le sujet alors que l'hiver arrive. Le rapport initial de l'année dernière a suscité des réactions mitigées, certains ont salué l'expérience fluide avec la nouvelle technologie, tandis que d'autres ont exprimé leur scepticisme quant à la praticité de la voiture dans les saisons plus froides. Les critiques ont soutenu que l'hiver révélerait les véritables limites du véhicule. En effet, ces préoccupations sont valables, car le temps froid pose des défis significatifs pour les voitures électriques, mettant à l'épreuve leur performance et la confiance des conducteurs. Voici mon point de vue, cette histoire soulève une question importante. Pourquoi jugeons-nous souvent les véhicules électriques sur la base de conditions idéales ? La concentration de l'industrie sur les statistiques estivales est trompeuse, après tout, c'est en hiver que la plupart d'entre nous conduisent réellement. Pour convaincre véritablement les sceptiques, les fabricants doivent s'attaquer aux limitations très réelles de leurs voitures dans le temps froid. En attendant, le fossé entre la promesse et la performance continuera de laisser les automobilistes perplexes, et les critiques en embuscade. Dans une déclaration récente, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les Européens sont prêts à accepter les conséquences des actions des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Cette déclaration a suscité des réactions vives sur le réseau social X, avec des utilisateurs l'accusant d'hypocrisie et de crimes de guerre.
beaucoup ont exprimé leur indignation face à l'opération du 28 février menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui comprenait des attaques contre une infrastructure militaire et une école à Minab, entraînant des pertes civiles. Les critiques soutiennent que les remarques de von der Leyen normalisent l'agression contre l'Iran, attirant l'attention sur la division croissante entre les politiques étrangères européennes et américaines. Voici mon point de vue, la déclaration d'Ursula von der Leyen a plongé l'Europe dans un dilemme éthique, car ses paroles ont été accueillies par une vive réaction tant chez elle qu'à l'étranger. En soutenant les actions des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, elle risque d'aliéner l'opinion publique européenne, qui est de plus en plus méfiante face aux escalades au Moyen-Orient. L'indignation sur les réseaux sociaux met en lumière une frustration plus profonde face à la complicité de l'Europe dans ce que beaucoup considèrent comme une agression inutile. Les remarques de von der Leyen ignorent non seulement le bilan humanitaire mais sapent également les efforts pour désamorcer les tensions. Dans un monde au bord du conflit, ces paroles servent de rappel accablant de la fragilité de la ligne entre diplomatie et désastre. Dans une mise à jour récente, les utilisateurs d'une plateforme en ligne majeure ont été informés que leur compte pourrait être bloqué temporairement ou définitivement pour violation des directives de commentaires. La période de blocage varie de 12 à 48 heures, ou pourrait être indéfinie selon la gravité de la violation. Les utilisateurs concernés ont la possibilité de faire appel de la décision en remplissant un formulaire fourni s'ils estiment que la mesure était injuste ou mal appliquée. Cette initiative semble faire partie d'efforts plus larges visant à appliquer les politiques de contenu et à maintenir l'ordre sur la plateforme. Voici mon avis, cette nouvelle politique de mise en application soulève des questions quant à la transparence et à l'équité dans la modération numérique. Si les plateformes doivent respecter leurs directives, le manque de communication claire sur ce qui constitue une violation rend les utilisateurs vulnérables à des décisions arbitraires. L'absence de retour immédiat ou de raison spécifique pour un blocage semble faire écho à une époque où les conditions d'utilisation étaient rédigées dans des pièces remplies de fumée. Pour maintenir la confiance, ces plateformes feraient bien de fournir des directives plus claires et un dialogue plus direct avec ceux qui ne sont pas d'accord. Après tout, l'équité n'est pas seulement une vertu, c'est aussi bon pour les affaires. Dans le kraï de Krasnodar, en Russie, l'école maternelle numéro 36, Yagodka, située dans la colonie d'Akhtirsky, a subi des dommages causés par des débris provenant de drones ukrainiens lors d'une attaque nocturne. En conséquence, selon Ilya Biushkin, chef du district d'Abinsky, l'école maternelle restera fermée mardi. Cet incident met en lumière l'impact continu des activités militaires sur les infrastructures civiles. Voici mon analyse, cette attaque met brutalement en évidence les conséquences involontaires de la guerre. Alors que la vie des enfants est censée être protégée, ils sont de plus en plus pris dans le feu croisé. La fermeture de l'école maternelle numéro 36, Yagodka, rappelle cruellement que même en temps de conflit, des vies innocentes et des moyens d'existence sont en péril. C'est un réveil brutal pour toutes les parties impliquées, les dommages collatéraux de la guerre ne se limitent pas à l'infrastructure, ils concernent des vies bouleversées, des futurs incertains et une confiance brisée dans la paix. Carlos Martin Ballester, collectionneur basé à Madrid de disques rares de flamenco, a rassemblé l'une des plus grandes collections privées d'archives audio en Espagne, comptant plus de 100 000 unités. Sa maison, remplie d'art et d'enregistrements historiques, abrite un trésor de l'histoire musicale, notamment le seul enregistrement connu de Federico García Lorca jouant du piano. Ballester, qui a commencé sa collection il y a plus de 3 décennies, se concentre sur la préservation des enregistrements fragiles en cylindre et des disques 78 tours, dont beaucoup documentent les premières performances de flamenco et les discours de figures marquantes comme Unamuno et Ramon Franco. Ces efforts, souvent sans soutien institutionnel, visent à protéger le patrimoine culturel de la perte ou de la vente. Voici ma prise, la collection de Carlos Martin Ballester est un rappel stupéfiant de ce que la passion et la dévotion peuvent accomplir, surtout lorsque les institutions échouent. Sa maison n'est pas seulement un musée, c'est une capsule temporelle de l'âme musicale de l'Espagne, où des enregistrements rares comme la performance au piano de Lorca survivent. Ce qui est frappant, c'est l'ironie, ces trésors culturels existent non pas dans de grands archives mais dans un appartement privé, entretenu par l'obsession d'un homme. La mission de Ballester de préserver ces trésors ne concerne pas seulement la propriété, il s'agit de veiller à ce que l'histoire ne disparaisse pas dans des brocantes ou ne reste cachée du regard du public. Son travail soulève des questions, pourquoi les institutions publiques ne se mobilisent-elles pas? Et combien de temps une seule personne peut-elle continuer à assumer cette responsabilité? Pour l'instant, nous avons de la chance qu'il le fasse. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a eu aujourd'hui des conversations téléphoniques avec le ministre azéri des Affaires étrangères, Jehan Bayramov, et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Yin. Les discussions ont porté sur les mesures potentielles visant à réduire la tension dans la région. Cette initiative met en lumière les efforts de la Turquie pour maintenir la stabilité malgré l'évolution géopolitique en cours. Voici mon point de vue, bien qu'il soit toujours prudent que les ministres des Affaires étrangères engagent le dialogue, l'efficacité de ces appels dépend d'actions concrètes. Le rôle de la Turquie en tant que médiateur régional est crucial, mais son bilan suggère un optimisme prudent. L'Azerbaïdjan et la Corée du Sud peuvent considérer cette diplomatie comme une étape vers la paix, mais sans mesure tangible de toutes les parties, le scepticisme persiste. Cristiano Ronaldo, 41 ans, l'un des plus grands joueurs de tous les temps dans le football avec un incroyable total de 965 buts en carrière, a une omission criante dans son CV, il n'a jamais marqué de but lors d'une phase à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA. Malgré sa participation à 5 Coupes du Monde depuis 2006 et ses 22 matchs joués pour le Portugal, Ronaldo n'a pas réussi à marquer dans les phases à élimination directe, tous ses buts en tournoi ayant été inscrits lors des phases de groupe. Ces difficultés ont été évidentes lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où il a raté la plupart des matchs à élimination directe en tant que remplaçant. Maintenant, alors qu'il se prépare pour une 6e Coupe du Monde, Ronaldo a une autre chance de briser cette malédiction, avec les adversaires potentiels du Portugal dans le groupe H incluant l'Ouzbékistan, la Colombie et soit la République démocratique du Congo, la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Voici mon analyse, la carrière de Cristiano Ronaldo est définie par son éclat pur sur le terrain, mais son incapacité à délivrer lors des phases à élimination directe de la Coupe du Monde jette une longue ombre sur un héritage autrement exceptionnel.
Bien qu'il ait été une machine à marquer en club et dans les phases de groupe, son absence sur la feuille de match des phases à élimination directe soulève des questions sur la concentration, la gestion de la pression ou peut-être même un manque de priorité lors des moments cruciaux. La quête de Ronaldo pour briser enfin cette malédiction ne concerne pas seulement l'orgueil individuel mais aussi la solidification de sa place parmi les véritables légendes du jeu. Le monde regardera attentivement alors qu'il vise à prouver que sa magie peut briller le plus fort quand cela compte le plus. Les récentes attaques iraniennes contre les nations du Golfe ont mis à rude épreuve les relations entre l'Iran et ses pays voisins. Plus de 3000 missiles et drones ciblant des infrastructures civiles et critiques dans les capitales du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont fait des victimes et causé des dommages généralisés. Les responsables et analystes du Golfe soutiennent que la garde révolutionnaire iranienne, et non le président Bekhachi, est le véritable décideur, agissant avec une agressivité milicienne plutôt qu'avec la logique de l'État. Cela a érodé la confiance à Téhéran et poussé les pays du Golfe à considérer l'Iran comme une menace directe pour leur sécurité. Les experts prévoient des dommages à long terme pour les relations, les nations du Golfe étant susceptibles de traiter le programme nucléaire et les capacités missilières de l'Iran comme des questions de sécurité nationale. Voici mon avis, l'agression iranienne croissante contre le Golfe est un appel à la prise de conscience pour la stabilité régionale. En ciblant des sites civils, Téhéran n'a pas seulement violé les normes internationales, mais a également éloigné ses anciens partenaires ambitieux du Golfe. Le fait que les nations du Golfe aient intercepté plus de 3000 projectiles iraniens témoigne à la fois de leur résilience et de l'erreur de jugement de l'Iran envers son voisinage. Ce qui est le plus préoccupant, c'est la prise de décision fragmentée au sein de l'Iran, sa garde révolutionnaire opérant comme une milice hors la loi, marginalisant le président Bekhachi. Ce chaos sape la crédibilité de Téhéran et pousse les États du Golfe sur la voie de la défense autonome et de la réévaluation stratégique. Les tensions politiques internes aux États-Unis se sont intensifiées avec la poursuite des frappes contre l'Iran. Les républicains s'efforcent de consolider le soutien au président Donald Trump alors que les prix du pétrole augmentent et que les pertes américaines s'accumulent, des questions qui résonnent désormais auprès des électeurs américains. Les démocrates ont condamné la position de Trump, le chef de la majorité du Sénat Chuck Schumer qualifiant sa réponse à l'augmentation des prix de l'essence de téméraire. En parallèle, Trump promeut la loi pour sauver l'Amérique, qui inclut des exigences d'identification des électeurs, susceptibles de réprimer la participation démocrate lors des élections intermédiaires clés. Avec le contrôle du Congrès en jeu, Trump et les républicains naviguent dans un délicat équilibre entre répondre à la crise et faire avancer leur programme politique. Voici mon analyse, cette situation révèle une danse troublante entre la politique et la sécurité nationale. Donald Trump renforce son approche maximaliste, utilisant la menace nucléaire iranienne pour justifier les prix pétroliers en hausse et les pertes. Son discours et les pics à court terme s'effondreront une fois la menace écartée ressemble plus à un slogan de campagne qu'à une stratégie sérieuse. Entre-temps, les républicains sont pris au piège, ils doivent soutenir Trump pour conserver le pouvoir, mais risquent d'aliéner les électeurs avec des politiques comme la loi pour sauver l'Amérique, qui semble conçue pour réprimer l'opposition plutôt que protéger la démocratie. Les démocrates ont raison de mettre en garde contre le risque d'approfondir les divisions et d'éroder la confiance dans le système. Ayé Al-Khattani, président du Samo Holding Group, a mis en avant le statut de l'Arabie saoudite en tant que destination d'investissement mondial de premier plan, stimulée par une économie robuste, sa capacité d'adaptation et ses politiques économiques judicieuses. Il a souligné comment la vision 2030 a diversifié l'économie nationale, la rendant plus résiliente face aux fluctuations mondiales. Le groupe possède actuellement un portefeuille d'investissement de 10 milliards de dollars et vise à s'étendre davantage grâce à des partenariats internationaux. Al-Khattani a également noté des changements significatifs dans les réglementations immobilières saoudiennes, permettant aux non-saoudiens de posséder des biens à partir de 2026, en particulier à la Mecque et Médine. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à attirer le capital étranger et à renforcer la position du royaume en tant que destination d'investissement de premier plan au niveau mondial. Voici mon analyse, les remarques d'Ayé Al-Khattani dépeignent l'Arabie saoudite comme un paradis pour les investisseurs, mais ne négligeons pas le contexte. La volonté d'attirer les investisseurs internationaux est probablement motivée à la fois par des opportunités et par une nécessité, diversifier au-delà du pétrole tout en traitant la fuite des cerveaux et les ralentissements économiques. La vision 2030 ne se limite pas à la croissance, il s'agit d'un virage stratégique pour garantir que l'Arabie saoudite reste pertinente dans une économie mondiale en constante évolution. Si la confiance d'Al-Khattani est louable, rappelons-nous que même les économies les plus résilientes peuvent faire des faux pas si elles sont trop dépendantes du capital étranger. Cependant, une chose est claire, l'Arabie saoudite mise tout sur sa décision de devenir le pôle d'investissement du Moyen-Orient, et son succès dépendra de plus que de la vision, il nécessitera une exécution efficace. Lors de son examen de la 4e session de la 14e Assemblée nationale du peuple, ANP, dans la délégation du Jiangsu, le secrétaire général Xi Jinping a souligné l'importance du développement des industries spécialisées rurales pour atteindre la revitalisation rurale. Mettant en évidence la croissance de l'industrie des petits crevettes Jianguo dans le comté de Jiangyan, qui a stimulé l'emploi et les revenus des habitants locaux, on a insisté sur le fait qu'il est crucial de choisir des industries appropriées génératrices de richesse en fonction des conditions locales. Il a également souligné la nécessité de se concentrer sur la civilisation spirituelle rurale, l'éducation et la construction culturelle pour assurer un développement global. Le 15e plan quinquennal du gouvernement central et le document numéro 1 de cette année ont donné la priorité au développement des industries génératrices de richesse au niveau du comté comme stratégie clé pour atteindre la prospérité dans les zones rurales. Voici mon interprétation, l'accent mis par le secrétaire général Xi Jinping sur les petites crevettes peut sembler inhabituel, mais il reflète une vision stratégique pour la revitalisation rurale. En défendant les industries spécialisées locales, on ne stimule pas seulement la croissance économique, mais il encourage également un sentiment de fierté et d'identité chez les agriculteurs. La transformation des petites crevettes Jianguo d'un simple encas à une industrie majeure illustre le potentiel de l'innovation rurale. Cependant, il ne s'agit pas uniquement de crevettes, il s'agit de créer des voies durables pour que des millions d'agriculteurs prospèrent. Bien que l'industrialisation soit essentielle, l'accent mis par ons sur la civilisation spirituelle nous rappelle que le véritable progrès dans les zones rurales doit équilibrer les gains économiques avec l'enrichissement culturel et le développement moral.
Le 5 mars, la 14e session du Congrès national du peuple, NPC, a ouvert ses portes à la Grande Salle du peuple à Pékin, avec la présence du président Xi Jinping et du Premier ministre Li Keqiang. La session a été marquée par le discours du Premier ministre Li sur le rapport d'activité du gouvernement, mettant en avant les réalisations des 5 dernières années, notamment la stabilité économique grâce à des politiques fiscales actives et les progrès réalisés dans l'innovation et le développement durable. Le rapport a également esquissé les objectifs pour 2026, tels qu'un taux de croissance du PIB de 4,5 à 5% et des efforts pour renforcer la circulation intérieure et le développement de haute qualité. Les délégués ont examiné des projets de loi et de plans, y compris le quinquennat 15, qui met l'accent sur l'équilibre entre le développement et la sécurité et la promotion de la civilisation écologique. Voici mon analyse. La 14e session du NPC est un spectacle impressionnant du processus législatif chinois, mais c'est aussi une démonstration soigneusement chorégraphiée de l'unité sous la direction du parti. Bien que le rapport du Premier ministre Li Keqiang reflète des réalisations significatives, stabilité économique, innovation et initiative verte, il convient de noter que le succès parle souvent de lui-même. Cependant, avec un objectif de croissance du PIB aussi bas que 4,5%, on ne peut s'empêcher de se demander si la Chine fixe des attentes réalistes ou joue la sécurité. La session a également mis en lumière les ambitions législatives de Pékin, du projet de loi sur l'environnement au plan pour l'unité nationale et le progrès. C'est un rappel que, si le gouvernement vante ses accomplissements, des défis tels que le maintien de la stabilité sociale et la résolution des inégalités de revenus restent des sous-courants sous la surface lisse de cet événement politique. Lors d'une récente interview, l'acteur espagnol de renom José María Pou a abordé des sujets brûlants d'actualité, exprimant son inquiétude face à la perte de valeurs telles que l'éducation et le respect, notamment chez les jeunes influencés par des figures publiques. Pou a comparé la polarisation politique actuelle avec le guerra-civilisme de la guerre civile espagnole, appelant l'Espagne et l'Europe à s'unir face aux menaces extérieures comme les déclarations du président Trump. Il a également regretté l'augmentation de l'individualisme et le manque d'engagement social chez les jeunes, contrastant cela avec sa propre jeunesse marquée par des valeurs collectives. De plus, Pou a défendu l'importance de préserver l'identité culturelle en préférant qu'on l'appelle Josep Maria en catalan. Selon mon interprétation, José María Pou n'est pas seulement un acteur, mais aussi un observateur aiguisé de notre époque. Son discours, teinté d'expérience et de préoccupation, dévoile les maux qui accablent la société actuelle, l'individualisme exacerbé, la division politique et la désinvolture morale. Il est frappant de constater comment, depuis sa position artistique, Pou interroge directement le système, nous rappelant que les valeurs ne sont pas un luxe, mais une nécessité impérative. Sa comparaison avec la guerre civile et son pari pour l'unité face aux menaces extérieures nous invite à réfléchir, sommes-nous si sûrs de nous-mêmes pour permettre que les différences internes affaiblissent notre cohésion ? Pou ne parle pas seulement pour lui-même, mais aussi pour une génération assoiffée de retrouver ses valeurs perdues et de s'unir au nom d'une cause supérieure à leurs intérêts personnels. Le Moyen-Orient s'enfonce dans une nouvelle vague de conflits alors que les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran s'intensifient. L'OTAN a rapporté que les systèmes de défense antimissiles de la Turquie ont intercepté avec succès un missile balistique iranien, tandis que la France a déployé ses forces militaires, y compris le porte-avions Astérisque Charles de Gaulle Astérisque, pour renforcer Chypre en réponse aux attaques de drones et de missiles visant la région. En parallèle, l'Iran a mené des bombardements rétributifs, les frappes aériennes atteignant même la place Imam à Isfahan, endommageant un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et soulevant des inquiétudes quant à la préservation culturelle. Cet échange d'actions militaires reflète une situation de plus en plus instable, sans résolution claire en vue. Voici mon analyse, ce conflit croissant est une poudrière prête à exploser, chaque camp renforçant ses tactiques agressives. La cible choisie par l'Iran pour sa riposte, la place Imam, site chargé d'histoire et de culture, vise aussi bien la vengeance que le coup stratégique visant à saper l'empathie internationale envers sa cause. Parallèlement, le renforcement militaire français signale une tentative d'affirmer son influence dans la Méditerranée orientale, se positionnant comme un acteur clé malgré l'apparente réticence de l'OTAN en raison de l'implication de la Turquie. Le fait que cette escalade se déroule sous les radars de l'examen international soulève des questions quant à savoir combien de temps encore la région peut supporter de telles tensions élevées sans déclencher une guerre plus large. Il s'agit d'une danse dangereuse, une erreur pourrait enflammer une crise aux conséquences mondiales. Les récentes réformes fiscales en Espagne ont considérablement modifié la procédure de donation de biens, notamment avec l'introduction de la loi novembre 2021. Selon cette loi, les donations immobilières utilisent désormais la valeur de référence du cadastre, établie à partir de l'analyse des ventes immobilières, comme base d'imposition minimale pour l'impôt sur les successions et les donations, ISD, l'impôt sur le transfert de biens, ITP, et l'impôt municipal sur les gains en capital, IVETNU. Auparavant, les contribuables pouvaient déclarer une valeur réelle, mais le nouveau système présume la valeur marchande basée sur les données du cadastre. Les donateurs peuvent se retrouver face à des impôts sur les gains en capital, sauf si certaines exemptions s'appliquent, comme pour les personnes de plus de 65 ans transférant leur résidence principale. Bien que les contribuables puissent contester la valeur de référence, celle-ci sert désormais de point de départ à tous les calculs fiscaux, modifiant fondamentalement la façon dont les donations immobilières sont imposées. Voici mon analyse, le nouveau système fiscal a transformé un acte de générosité simple, donner une maison, en un champ de mine fiscale. En ancrant les évaluations aux valeurs de référence du cadastre, le gouvernement a peut-être créé un mécanisme plus efficace de collecte des impôts, mais il a également introduit une complexité considérable pour les citoyens ordinaires. Pour beaucoup d'Espagnols, la donation de biens était un moyen de soutenir leur famille sans attendre de retour financier. Maintenant, ils doivent naviguer dans un labyrinthe de taxes et de litiges potentiels sur l'évaluation. Bien que des garanties légales existent, la charge repose entièrement sur les contribuables pour prouver leur dossier. Ce changement met en lumière comment les réformes fiscales ciblent souvent non seulement la fraude mais aussi les gestes quotidiens qui définissent les liens familiaux, les transformant en transactions avec des conséquences financières à long terme.